Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième plan sur un sujet de dissertation au sujet de Ponge. En réalité, une dissertation c'est avant tout des arguments dans des configurations différentes, puisque finalement sur le même sujet nous pouvons avoir plusieurs plans possibles. Et donc ici je vous invite à aller voir, si ce n'est pas déjà fait, la vidéo d'analyse du sujet que je passerai ici. On va s'attarder cette fois-ci sur le problème de la tradition poétique et du coup du rapport de Ponge à cette tradition. Dans l'introduction, comme pour la première fois, je ne vous fais pas le blabla habituel, mais il faudrait présenter Ponge, son contexte d'écriture, etc. Mais je passe immédiatement à la problématisation. Cette problématisation, elle s'appuie forcément sur le sujet et il s'agit du coup de montrer en quoi le sujet pose un problème. Cette problématisation devra aboutir à une problématique qui ne sera pas la question posée par le sujet. Cette problématisation, je vous l'ai rédigée en entier. Ponge fait référence à une tradition poétique antique, l'Ut Pictura Poesis, tiré de l'Ars Poetica d'Horace, qui rattache la production poétique à la production picturale. Il en va de la poésie comme de la peinture. Ça, c'est ce qui est présent dans le sujet. Cependant, cette référence peut paraître étrange chez un poète qui semble rejeter les traditions qui le précèdent, qu'elles soient de l'ordre d'une inscription mythique, avec le rejet de la posture du poète élu par les dieux, ou de l'ordre de la rigueur formelle, avec le rejet global des règles de versification. Il se veut moins poète que savant. Et ça, on le voit aussi dans le sujet, avec cette notion de dissociation, recomposition, d'analyse et de synthèse qui le rapproche du travail scientifique. Ainsi, et c'est là le cœur du problème, tant dans sa posture que dans son écriture, il semblerait rejeter a priori une tradition qu'il mobilise pourtant par ailleurs dans la citation extraite par le sujet. Le problème, c'est qu'il se rattache et se détache simultanément à une tradition poétique. De là alors la question suivante qui sera la problématique: dans quelle mesure Ponge érige-t-il les traditions poétiques en modèles ? Ici, on va présenter le plan, je vais le détailler, comme ça vous pouvez vous arrêter, faire une capture si besoin. À chaque fois, le plan, c'est le sous-entendu de la citation, sensiblement l'inverse, mais une vérité dans cette inversion. Par rapport à notre problème, la citation illustre que Ponge s'inscrit dans une tradition qui est celle de l'Ut Pictura Poesis, mais en même temps, on constate tout de même chez lui un certain rejet de la poésie traditionnelle. Pourtant, la poématique de Ponge reste assez proche du projet poétique originel. Pour ce qui est de la présentation du plan en introduction, il faudrait s'arrêter là, mais je vais détailler les sous-parties de manière à ce que vous puissiez avoir une vision générale de la progression. Donc si vous avez déjà vu le plan précédent, vous vous rendez compte qu'il y a des choses que je vais réutiliser, notamment le grand 1, qui est un mix de mon grand 1 et mon grand 2 précédent. L'idée générale, c'est toujours la même, c'est qu'il y a un nombre fini d'arguments par rapport à un sujet, d'autant plus qu'il est recadré par le parcours. Par contre, la configuration de ces arguments, elle, est infinie et c'est ce qui va permettre de créer des plans nouveaux à chaque fois. Comme d'habitude, je mettrai les arguments à droite et l'ensemble du bas de l'écran sera occupé par les exemples. En haut, je mettrai les étapes du plan, de manière à ce que vous puissiez avoir une vision générale de la progression de la réflexion. On commence donc par un grand 1. Ponge s'inscrit dans une tradition poétique qui est celle de l'Ut Pictura Poesis. Ce que j'essaye de prouver, c'est qu'il prend modèle sur un art poétique qui le précède. Et l'idée, c'est toujours d'essayer de montrer en quoi est-ce que je réponds à ma problématique. Ici, la tradition est érigée en modèle. On commence avec les références et les démarches picturales. Alors, on l'a déjà vu dans l'autre plan, pour plus de détails, je vous y renvoie. Mais effectivement, on va avoir tout un système de dédicaces, notamment la dédicace à Ébiche pour les notes prises pour un oiseau. Mais on a aussi tout un tas de références qui vont être plus cachées, par exemple à l'intérieur de la mouline, où Ponge cite Chabot et Cézanne, dont vous avez 2 tableaux ici. De la même manière, il s'agit de décrire ce ciel tel qu'il m'a paru et m'impressionna si profondément, qui peut faire référence aux impressionnistes. Il faut du coup rajouter à ça une démarche qui elle-même est picturale, puisque Ponge écrit comme il voudrait peindre ou comme il aurait envie que l'on peigne. C'est ce que l'on voit dans le carnet du bois de pin. Ce que j'aurais envie de lire, tel pourrait être le titre, telle la définition de ce que j'écrirais. Mais si je me sculpte un peu plus attentivement, ce n'est pas seulement de lecture que je me trouve avoir envie ou besoin, c'est aussi de peinture, aussi de musique, moins. Ils me font donc écrire de façon à satisfaire ce complexe de besoins. Donc son écriture est bel et bien une peinture.
ce qu'il va noter par exemple, voilà un tableau dont je ne suis pas mécontent. Pour ce qui est de sa démarche, eh bien on retrouve une approche analytique et synthétique. C'est ce que donne la citation extraite par le sujet. Et cette analyse, eh bien, elle est une analyse scientifique puisqu'il va découper le monde en morceaux. Il va essayer d'en distinguer les qualités. Ici, la qualité propre, différentielle, comparée du sujet. Il s'agit donc de définir un certain nombre de morceaux avant de les recomposer, de les synthétiser. Là aussi, une expérience scientifique. Il ne faut jamais s'arrêter à la forme poétique et c'est bel et bien ce qui va engendrer son esthétique du brouillon. Il ne faut jamais s'arrêter à la forme poétique, mais bel et bien atteindre l'essence même du sujet, le synthétiser, le recréer, puisque c'est ce qu'il écrit dans My Creative Method en 47. Il s'agit pour lui d'aboutir à des descriptions, définitions, objets d'art littéraires, tout à la fois. Ainsi pour la guêpe, il s'agira par exemple de la définir à travers l'essaim des mots justes. Enfin, il s'agira pour lui de se rattacher au monde en retrouvant des paysages, puisqu'il sort de chez lui pour aller à la rencontre de ce qu'il doit définir, détailler. Je n'arriverai pas à conquérir ce paysage. Par moments, il me semble que je ne l'ai pas assez vu, et je me dis qu'il faudrait que j'y retourne. Mais c'est aussi reproduire des impressions. On a commencé à en parler avec l'impressionnisme, mais l'idée, c'est véritablement de retrouver l'élément dont on parle, par exemple, se retrouver au cœur du bosquet de mimosa, ou alors se replonger dans l'eau du fleuve. Donc on est véritablement dans une esthétique, soit qui le rattache au monde en tant qu'écrivain, et qui me rattache au monde en tant que lecteur. Tout cela, ainsi, serait synthétisé dans l'idée de l'impressionnisme, c'est-à-dire décrire le monde non seulement comme objet extérieur, mais dans la relation qu'il entretient avec moi et que j'entretiens avec lui. Ainsi, Ponge s'inscrit dans une tradition poétique qui le précède à travers ses références et démarches picturales, son approche analytique et synthétique, qui a pour but de le rattacher au monde ainsi que son lecteur. En cela, et c'est une conclusion intermédiaire, dans ses notes prises pour un oiseau, Ponge s'inscrit explicitement dans une tradition poétique qui met sur un pied d'égalité poésie et peinture. Cette revendication théorique s'illustre par de nombreux exemples de mise en pratique dans le recueil, suivant la recommandation d'Horace, à qui on doit du coup l'Ut Pictura Poesis, Ponge écrit comme on peint. Cependant, et ce sera la transition, ce rattachement à la tradition semble se limiter au procédé créatif. Et c'est un petit peu le problème sur lequel on avait abouti en conclusion du plan précédent sur le rapport à la peinture. En termes de forme, par exemple, l'écriture pongienne revendique un écart avec les poètes qui le précèdent, jusqu'à refuser même l'appellation de poète. Et c'est ainsi que je passe au grand 2. En effet, on constate chez lui un certain rejet de la poésie traditionnelle. La tradition est revendiquée, mais elle est aussi mise à distance dans le recueil. On ne casse pas tout ce qu'on a fait dans le grand 1, on essaye de le nuancer. En effet, cet écart, il va se traduire déjà par le rapport à l'inspiration, notamment à travers le mythe d'Orphée, l'origine mythique de la poésie, notamment du lyrisme, Orphée qui est inspiré par les dieux, puisqu'il est le fils de Calliope et que Apollon lui-même lui donne sa lyre qu'il va en plus améliorer en lui rajoutant de cordes. Donc on est vraiment sur un mythe ici qui va nous donner une image du poète qui est celle du poète inspiré. Et il faut bien entendre ce que ça veut dire, l'inspiration. C'est par essence une possession divine. Le poète est un prophète dans le sens où il fait passer la parole de la divinité. Et ce mythe-là, il va fonder la figure du poète pendant extrêmement longtemps. On en retrouve des traces chez Gabriel-Henri Gaillard au XVIIIe siècle. Nous naissons orateurs et poètes et nous ne pouvons le devenir par art. C'est-à-dire que la nature seule peut accorder à ses enfants chéris cette fécondité heureuse d'idées, cette imagination vive et ardente, ce feu divin qui élève les orateurs, surtout les poètes, au-dessus des autres hommes. Donc on a vraiment ces deux idées-là. D'une part, l'idée d'une élection divine, et d'autre part, l'idée d'une supériorité. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que Ponge va refuser de manière assez claire, dans l'œillet par exemple, où il écrit « Je ne me prétends pas poète, je crois ma vision fort commune ». Donc un rejet explicite
de la position d'élu divin et plutôt un rattachement à une communauté, au moins de vision. Alors, ce rejet du mythe d'Orphée, il s'ancre aussi chez Ponge dans un certain athéisme. Un exemple ici, je me prétends combattant dans le rang du parti des Lumières, comme on disait au grand siècle. Il s'agit une fois de plus de cueillir le fruit défendu n'en déplaise aux puissances d'ombre, à Dieu l'ignoble en particulier. Beaucoup à dire sur l'obscurantisme, je n'ai pas assez de religieuses Ausgemüts pour accepter passivement cela. Donc ici la citation elle est extraite du carnet au bois de pain, mais ce que j'ai mis en bleu c'est quelque chose qu'il va répéter dans la mounine. Donc c'est véritablement une position qui est marquante de sa part et qui peut expliquer aussi ce rejet général du poète élu par les dieux. Alors, s'il n'est pas élu par les dieux, eh bien, en réalité, le poète est avant tout celui qui travaille. Et ce travail qui est d'ordre scientifique, eh bien, c'est ce qui va être développé dans le recueil, puisqu'il ne s'agit pas de publier des formules, mais de publier l'histoire complète de la recherche de cette formule. Le recueil est ainsi le journal de l'exploration qu'il va mener. L'idée, c'est véritablement de montrer le poème en train de se faire. Et c'est pour ça, justement, qu'il va y avoir cette inscription de la temporalité à travers les dates qui sont présentes dans les textes, les recherches lexicales dans les dictionnaires, le littré, l'encyclopédie, cette esthétique du brouillon, ces variantes, ces réécritures, cette intégration de la réception à travers la correspondance notamment avec Odysio ou avec un critique imaginaire, par exemple, ou alors ce que Jacobson appelle la fonction poétique ou métalinguistique du langage. En fait, tout ça, ça va être la mise en évidence du fait que le poète est avant tout quelqu'un qui recherche, quelqu'un qui travaille l'écriture et le langage. Ainsi, Ponge ne choisit pas les sujets les plus faciles, c'est pour ça qu'il choisit le mimosa, et comme c'est un sujet très difficile, il faut qu'il ouvre un cahier. Ici, il y a bel et bien la mise en scène du fait qu'il ouvre ce fameux cahier de recherche, ce cahier de brouillon, qui deviendra plus tard le bosquet de mimosa. Alors c'est tout ça qui va le rapprocher du parcours et notamment de la notion d'atelier, puisque l'atelier, on peut en redonner l'essence historique, c'est avant tout un tas de bois, et en l'occurrence c'est intéressant de voir que le poème le plus cité, le poème le plus important, en tout cas celui qu'on pourrait appeler principal, eh bien c'est précisément le bois de pin. Mais c'est aussi le lieu où travaillent les artisans, les ouvriers, une section d'usine, etc., ou les ouvriers. Donc ici, Ponge va vraiment s'inscrire là-dedans dans le sens où il se présente lui-même comme un ouvrier du langage. De ce lieu où travaillent les ouvriers, on va aboutir par extension au lieu où travaillent les artistes. Là encore, c'était l'objet du grand 1, mais la notion de peinture est extrêmement importante chez Ponge. Et enfin, c'est peut-être l'élément le plus paradoxal par rapport au rejet du mythe d'Orphée, eh bien c'est toute la dimension ésotérique qui est liée au terme d'atelier, mais que Ponge illustre aussi à travers son envie de révéler le monde, ou quelque chose de caché à l'intérieur des choses. Ce travail, il va avoir tendance à mettre en exergue le fond sur la forme, puisqu'il s'agit effectivement de rejeter cette forme poétique pour la dépasser. La poésie en elle-même doit être rejetée. Il a honte de l'académisme de sa vision, il faudrait pour lui se débarrasser d'une tendance à dire des choses plates et conventionnelles. Ce n'est vraiment pas la peine d'écrire si c'est pour cela. Il y a véritablement quelque chose qui est de l'ordre du rejet dans son écriture. Il écrit contre la poésie. Dans Berge de la Loire, il dit qu'il ne faut jamais s'arrêter à la forme poétique. Dans Le carnet du bois de pin, il explique qu'il a besoin du magma poétique, mais pour s'en débarrasser, les italiques sont de lui. Et enfin Berge de la Loire, qui peut être considéré véritablement comme son art poétique introducteur. Vous avez cette phrase « que mon travail soit celui d'une rectification continuelle de mon expression, sans souci a priori de la forme de cette expression. La poésie est rejetée puisqu'elle est une recherche avant tout. » Et elle est rejetée en faveur de l'objet brut, c'est la deuxième partie de l'argument, puisque Ponge s'inscrit dans une démarche qu'il a déjà exemplifié en 42 avec le parti pris des choses. Il ne choisit pas des sentiments ou des aventures humaines comme sujet, mais des objets les plus indifférents possibles. L'idée, c'est véritablement de rejeter le lyrisme, rejeter l'épique, rejeter en fait la poésie traditionnelle pour s'ancrer dans une réalité beaucoup plus concrète.
Si on reprend un petit peu plus avant les berges de la Loire, ne sacrifiez jamais l'objet de mon étude à la mise en valeur de quelques trouvailles verbales que j'aurais faites à son propos, ni à l'arrangement en poème de plusieurs de ces trouvailles. En revenir toujours à l'objet lui-même, à ce qu'il a de brut, de différent en particulier de ce que j'ai déjà écrit à ce moment de lui. Donc on voit vraiment que ce rejet de la forme poétique et ce parti pris des choses sont imbriqués l'un dans l'autre de manière un peu indissoluble. Il s'agit de ne jamais essayer d'arranger les choses, puisque les choses et les poèmes sont inconciliables. Ainsi, s'il rejette la poésie, eh bien c'est sans doute parce qu'il se situe plutôt du point de vue du savant. On l'avait évoqué dans le Grand 1, on va le développer ici. Ponge se considère plus comme un savant. Je me veux moins poète que savant. Je désire moins aboutir à un poème qu'à une formule, qu'à un éclaircissement d'impression. S'il est possible de fonder une science dont la matière serait les impressions esthétiques, je veux être l'homme de cette science. Donc, il se considère véritablement non comme un poète, mais comme un scientifique. L'idée, c'est de définir une formule. Et c'est un terme qui va revenir à de nombreuses reprises dans le recueil. N'y a-t-il pas là plutôt une perfection quasi scientifique, une naissance de formule? Et cette formule, c'est quelque chose qui le tient déjà dans le parti pris des choses, puisque la clausule de l'huître, c'est une formule perle à leur gosier de nacre. Donc cette notion de formule, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau chez lui. Toujours dans Berges de la Loire, il s'agit de savoir si on veut faire un poème ou rendre compte d'une chose, dans l'espoir que l'esprit y gagne, face à son propos quelque pas nouveau. Ici, l'idée, c'est véritablement de montrer que par la science, on va pouvoir aboutir à une certaine morale. L'idée, c'est véritablement de faire gagner à l'esprit humain les qualités de l'objet. Et c'est précisément en se rattachant au monde que l'on va sortir de la routine, sortir du ronron qui était déjà présent dans les berges de la Loire. Il y a intérêt à ce que ces choses soient dites, non seulement pour le progrès de la science, mais aussi pour celui moral de l'homme par la science. Là encore, on a une forte intrication des deux éléments. Il faut dégager cette loi, cette leçon. La Fontaine dit cette morale. L'idée, c'est véritablement d'aboutir à une formule qui soit à la fois scientifique, mais aussi poétique au sens de moraliste du terme. Ainsi, on constate chez Ponge un certain rejet de la poésie traditionnelle, que ce soit par rapport au mythe de l'inspiration, par rapport au choix du propos et de la formulation de ce propos. Que ce soit dans sa posture par rapport à la vision traditionnelle et mythique du poète ou dans sa pratique même de l'écriture poétique, Ponge se place en opposition à un certain nombre de traditions qui le précèdent. Pour lui, peu importe que l'on veuille appeler poème ce qui va résulter de sa recherche. Pourtant, si son approche est originale, le recueil de Ponge reste proche d'une définition plus originelle du genre, puisque par son projet poétique, il renoue avec le sens étymologique de la poésie, il s'engage dans une création proprement artistique. Et c'est ainsi qu'on passe au grand 3, dans lequel on va développer plutôt l'art poétique de Ponge, à travers l'idée de la poématique pongienne, qui reste assez proche du projet poétique originel, puisque s'il rejette les traditions poétiques, comme on a vu dans le grand 2, en fait c'est pour mieux renouer avec l'origine de la poésie, et du coup c'est pas anodin que la tradition à laquelle il fait référence dans le sujet soit une tradition d'origine antique, justement. Il y a cette idée de renouer avec l'origine de la poésie. Et tout cela va se passer notamment à travers les mises en abîme nombreuses du poète à travers son œuvre, puisque l'auteur va se représenter lui-même dans son œuvre. Il suffit de s'approcher assez près, de regarder le détail pour le trouver. Et pour le coup, Ponge est présent partout dans son œuvre, notamment à travers les biographèmes, à travers aussi la présence évidente de la première personne du singulier, ou à travers un système de présentation de réflexion, comme la note du carnet du bois de pin, par exemple. Mais cette représentation de l'auteur est aussi une représentation de l'artiste au travail. Il se représente lui-même en train de travailler. Dans les notes prises pour un oiseau, dont est extrait le sujet, il va se mettre en scène en train d'aller voir dans le dictionnaire. Allons voir, un effort, je me lève de mon fauteuil, oiseau, etc. Et là, il va copier une partie du dictionnaire. Le même poème, j'ai eu aussi l'idée, il faut que je la note, de faire parler l'oiseau, de le décrire à la première personne. Il faudra que j'essaye cet issue, que je tâte de ce procédé. Et bien, 3 pages derrière, il va effectivement faire ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que le « je » qui était Ponge
devient l'oiseau. Donc il y a vraiment cette mise en scène permanente qui fonctionne comme une mise en abîme. Ce qui va aboutir au développement d'une dimension méta dans le texte, puisqu'il s'agit pour Ponge de présenter une réflexion sur le matériau qu'il travaille. Il s'agit pour lui de relever le défi des choses au langage, en d'autres termes, comme dirait Jacobson, de travailler sur le code. Et il y a un certain nombre d'éléments qui relèvent de cette étude métalinguistique, les étymologies, la polysémie, les remotivations, les définitions, etc., qui vont véritablement illustrer la réflexion de Ponge sur le langage. Il le dit par ailleurs, que sont les mots sinon des choses? N'ont-ils pas plusieurs dimensions à cause de leur épaisseur sémantique? Ne sont-ils pas irréductibles? C'est un monde concret pour en exprimer un autre. Donc le langage devient le matériau sur lequel il travaille de la même manière que le peintre utilise de la peinture, des pigments, une toile, etc. Bon exemple de cette réflexion sur le code, eh bien, ce sera tout le début des notes prises pour un oiseau où il réfléchit sur le mot en lui-même et sur les lettres qui le constituent. Cette réflexion sur le matériau va se doubler d'une réflexion sur le genre poétique lui-même, puisqu'il s'agit de renouer avec l'étymologie. La poésie, ça vient de poiein, créer, et la technique dont il est imbu, eh bien, elle allie à la fois la technique scientifique et artistique, comme c'était le cas avant le XVIIIe siècle, lorsque art et science étaient encore liés. Ce qu'on retrouvait par exemple dans la notion d'alchimie, qui est très présente aussi chez Ponge. Il est partisan d'une technique par poète, et même à la limite d'une technique par poème que déterminerait son objet. Il s'agit donc véritablement de faire surgir le bois de pin dans la parole, tout simplement parce que c'est précisément la poésie qui va permettre de créer l'objet en lui-même. Et cette création, elle est légitimement poétique, précisément parce qu'elle allie le caractère scientifique et le caractère artistique, ainsi qu'il l'écrit dans l'œillet. C'est donc à une véritable recréation que nous assistons ici, puisque à travers la poésie de Ponge, il s'agit véritablement de rendre l'objet lui-même. Il faut se retrouver au cœur du bosquet de Mimosa. Il faut que le bois de pin surgisse dans la parole, d'où l'esthétique du brouillon, puisque le pin est l'arbre qui, de son vivant, produit le plus de bois mort. C'est ce qu'on voit à la fin, juste avant le passage à la correspondance. Fin du bois de pin, à partir d'ici, l'on sort dans la campagne. Donc on a véritablement ce jeu sur le référent. C'est intéressant d'ailleurs de constater au passage que Ponge se centre principalement sur des éléments vivants. Il n'y a pas de galet, il n'y a pas de porte, par exemple, dans La rage de l'expression, alors qu'il y en avait dans Le parti pris des choses. Ici, tout ce dont il parle est vivant. Les berges de la Loire, c'est de l'eau vive. Il faut voir le bosquet de Mimosa et non pas le bouquet coupé de Mimosa. Donc on a vraiment un travail sur cet objet qui est rendu vivant à l'intérieur du langage. Mais il s'agit aussi de se donner soi-même. Et en ce sens, non seulement cette écriture très circulaire va produire du bois mort, c'est-à-dire permettre de rendre l'objet dont on parle, mais aussi de se rendre soi, puisque Ponge était lui-même bègue, ainsi qu'il le rappelle dans le Mimosa, où il se définit comme un ex-martyr du langage. Donc on est toujours dans cette circularité entre l'objet et soi, finalement une approche très impressionniste dans la poésie. Ainsi, la poématique de Ponge reste assez proche du projet poétique originel, à travers cette mise en abîme, cette dimension méta et la recréation à laquelle il aboutit. Ainsi, par son but synthétique, la poésie pongienne renoue avec la création poétique originelle. Œuvre d'atelier, il s'agit pour le recueil de faire surgir dans la parole les objets, leur redonner par le poème une existence que leur déniait l'habitude que nous en avons. On arrive ainsi à la conclusion. Personnellement, je rappelle toujours la problématique pour rappeler au correcteur ce à quoi j'essayais de répondre. Dans quelle mesure Ponge érige-t-il les traditions poétiques en modèle? On commence par le rappel du développement, c'est le blabla habituel, c'est pénible, mais on est obligé d'y passer. Ponge s'inscrit dans une tradition poétique qui est celle de l'Ut Pictura Poesis, à travers ses références et sa démarche picturale, son approche analytique et synthétique, et le rattachement au monde qu'il permet de lui-même pour le lecteur.
mais on constate tout de même un certain rejet de la poésie traditionnelle, notamment par rapport à l'inspiration, par rapport à la forme et par rapport à la posture de l'écrivain qui rejette totalement l'appellation de poète. Pourtant, la poématique de Ponge reste assez proche du projet poétique originel à travers ses mises en abîme, à travers sa dimension méta et à travers la recréation qu'elle permet. L'idée, c'est véritablement de renouer avec l'aspect créatif ou même créateur de la poésie. Ce qui nous permet d'aboutir à une réponse définitive que j'ai rédigée ainsi. La singularité de la démarche de Ponge, qui participe de la difficulté de la compréhension de son texte, masque au lecteur inattentif l'évidence de son adéquation avec ce qu'est originellement la poésie. L'expression, au sens fort, d'un monde, dans toute la complexité de ses relations, par-delà les limites du langage. Si chez Ponge, la poésie équivaut à la peinture, c'est le sujet, c'est moins parce qu'il s'agit d'une tradition poétique dans laquelle il faudrait s'inscrire que d'un but commun des deux arts. Et s'il reprend effectivement des procédés communs avec la peinture, c'est bel et bien dans le langage que surgissent ces images, à la parole qu'adviennent les objets qu'il remarque. Son rapport à la tradition est ainsi moins dans son originalité que dans son originalité, si le mot devait exister. C'est ainsi que se conclut ce deuxième plan. Vous avez vu, il y a un certain nombre d'arguments et de slides qui sont quasiment les mêmes. L'idée, c'est toujours de voir comment, dans des configurations différentes, eh bien, on peut répondre à des problèmes différents, ces problèmes ayant été rattachés à un sujet qui vous est donné. Par rapport à un sujet de type citation, on ne choisit pas le sujet évidemment, mais par contre, on peut choisir le problème que l'on veut traiter à partir de cette citation. Donc je vous invite à reprendre un petit peu tout ça à tête reposée. Dans le cadre d'un support de révision, je vous conseille surtout d'apprendre le lien entre exemple et argument. C'est ce qui est le plus efficace pour préparer une dissertation. Et j'essaierai de présenter une troisième possibilité de plan, un troisième problème par rapport à ce sujet des notes prises pour un oiseau.